La neige tombait en traits fins, presque verticaux, comme si le ciel déchirait un voile de laine sur la ville. Elle s'accrochait aux épaules des passants, au bec des réverbères, aux lèvres des deux filles qui s'approchaient du grand théâtre, tandis que la façade dorée renvoyait une lumière chaude, irréelle, au milieu du blanc. Le théâtre brillait comme une île dans la nuit gelée, un château de velours et d'or qui attirait la faim et la curiosité. Lise tenait fermement la main d'Élisabeth, sa poigne était une ancre. Elles avançaient sans bruit, la frange du manteau rassemblée autour du visage, la bouche déjà raide de froid. Lise avait 10 ans, mais ses épaules portaient la même résolution qu'un adulte. Sa voix, quand elle parlait, était faite de petits commandements tendres. Ferme, marche, pas vite. Élisabeth, née quelques minutes après, s'accrochait à elle comme si elle formait un seul cœur divisé par 2 corps. Élisabeth avait les yeux toujours un peu humides, comme si le monde lui semblait trop grand, trop dur pour être tenu tout entier. Leurs lèvres, gonflées par le gel, cherchaient la chaleur où elles pouvaient. Un souffle, un geste, une promesse. Il y avait une chose qu'elle gardait à l'abri, une broche en forme d'étoile, minuscule astre de métal terni, brodé sur le revers d'un manteau trop fin. Elle appartenait à leur mère, Hélène. Quand Lise la touchait du bout des doigts, quelque chose d'ancien se réveillait. Un morceau de chanson, une phrase qu'elle entendait parfois en rêve, comme si la voix de leur mère flottait encore en filigrane sur le monde. Elle ne disait jamais le nom d'Hélène à voix haute. Le seul rituel qu'elles aient gardé était de frotter l'étoile, de la serrer contre la paume, puis de chanter sans parole, des soupirs harmonieux qui n'étaient que la mémoire d'une mélodie. Elle n'avait pas voulu venir ce soir-là. Le pain trouvé au coin d'une rue est parfois un hasard, parfois une nécessité. Mais ce théâtre était différent. Des hommes en habits sombres et des femmes en manteau du soir se dirigeaient vers l'entrée principale. Leurs pas formaient une rumeur de promesses. Depuis qu'elles avaient vu la veille des éclats de lumière derrière les rideaux, Lise n'avait plus dormi. Il y avait dans l'air quelque chose d'attirant, comme une vibration que seules les oreilles habituées au silence pouvaient entendre. La musique, disait Lise d'un ton sérieux, peut faire ouvrir des portes. Pas les portes de tous les cœurs, mais parfois celles des poches, des cuisines, des loges. Et ce soir, si elles entonnaient une chanson, peut-être recevraient-elles un pain. Un pain, rien que pour ne plus entendre l'estomac hurler. Rester jusqu'à la fin pour voir comment la musique peut tout changer, pensa furtivement Lise, non comme un message, mais comme une prière muette, adressée aux passants qu'elle n'osait déranger. Ce fut à la fois un serment et un appel, une petite promesse à l'univers. Devant les marches du théâtre, un employé en livrée les regarda d'un air sec. Ses gants avaient luisance, sa manière de se détourner était une leçon imparfaite de civilisation. Les pauvres ne franchissent pas ces seuils. Lise s'approcha, tendit la main, sentit l'air encore plus glacé. « S'il vous plaît » souffla-t-elle, comme si la phrase était une offrande. L'homme plissa les yeux, examina la broche, s'étonna, puis fit semblant de ne pas l'avoir vue. « Ce soir, monsieur » répondit-il, indiquant la file des invités. « Les répétitions sont terminées. Rentrez chez vous. » Les mots furent comme des pierres jetées dans un lac gelé. L'écho revint en silence. Élisabeth serra la main de sa sœur plus fort, comme si la douleur pouvait pénétrer le corps du froid et la faire partir. Mais la réalité restait. Aucune porte ouverte, aucun manteau pour les couvrir. Elles s'éloignèrent, le pas lourd, quand une scène surgit. Un serviteur qui referma une lourde porte derrière une invitée, comme un rideau qu'on rabat sur leurs espoirs. Lise voulut les suivre, plaider, mais le seuil se refermait sur des voix chauffées au vin. La ville était double. À l'intérieur, la chaleur, la lumière et la musique. À l'extérieur, la morsure du vent et la faim. Elles restèrent un moment sur le perron, respirant la fumée et la vapeur humaine qui sortait par les évents. Puis Lise vit, presque par hasard, un passage latéral, une porte de service à demi entr'ouverte, gardée par l'ombre d'un homme occupé à bourrer un sac de costume. C'était une faille dans le décor, l'endroit où la ville laissait échapper ses secrets. Elles échangèrent un regard plein de complicité. Elles ne demandaient pas la permission. Dans la nuit, elles glissèrent comme 2 oiseaux fatigués dans cette coulisse. L'intérieur des loges était un monde derrière le miroir, boiseries tachées, rideaux empilés, odeur de talc et de poussière. On entendait, au-delà des murs, le frottement d'une canne sur le tapis rouge, le murmure des saluts. Des éclats de musique traversaient et revenaient. Le cœur de Lise battait au rythme d'un métronome inconnu. Elle avait l'impression d'être entrée dans le ventre d'un organisme vivant, chaud, palpitant, qui recelait tous les sons. À cet instant, le vieux piano posé au fond d'une loge semblait appeler. Ses touches jaunies gardaient la mémoire de quelque chose de longtemps joué. Il était à la fois refuge et témoin. « Chut !» souffla Élisabeth, en pressant sa main contre la bouche de Lise. Pourtant personne ne leur avait demandé silence. Elles s'accroupirent derrière des caisses de bottes de théâtre, observant. Les masqueurs passaient, des clientes s'aspergeaient d'eau parfumée, des hommes en queue de pie consultaient des invitations. La musique montait, riche en harmonique, puis s'évanouissait en notes ponctuées. Quand un piano s'égrenait doucement au loin, l'épiderme de Lise se hérissait.
La sonorité lui renvoyait la moitié d'un souvenir, la voix d'une femme qui avait été si douce que les paroles pouvaient se plier comme des pétales. Lise approcha le doigt de la broche qui était cachée dans la doublure du manteau d'Élisabeth. L'étoile vibrait presque sous sa pulpe. Un petit objet sans prétention qui détenait la totalité de leur histoire. C'était la seule trace matérielle de Hélène. Un bijou laissé dans la hâte, un témoignage discret. Lise avait vu, enfant, sa mère le porter près du cœur. La lumière s'y reflétait comme si elle contenait un fragment de soleil. Elle se souvenait d'un soir où la mère avait chanté sans parole pour calmer un si petit ventre. La voix avait la même couleur que la respiration d'Élisabeth. Ce souvenir était à la fois douleur et chaleur. Le théâtre, pour Lise, devenait un lieu où la mémoire pouvait se confondre avec la réalité. Si la musique pouvait faire ouvrir les portes, la broche pouvait faire ouvrir un souvenir. Elle s'était glissée plus loin, protégée par la pénombre des coulisses, fascinée par l'immense mécanique qui animait la scène. Les cordages grondaient dans leur lointain, les perches flottaient, et la scène, vue d'en bas, paraissait une mer d'or. Un jeune machiniste qui vérifiait les lampes jeta un coup d'œil blasé, puis reprit son travail. L'air ici sentait la cire et le bois, et quelque chose comme l'adoration des objets. Lise posa une main sur le piano, ses doigts effleurèrent la mécanique, réveillant un frisson. Une note timide, puis un accord brisé, comme si le piano n'avait pas joué depuis longtemps pour des oreilles sans formalité. « Tu te souviens ?» murmura Lise, non pas à Élisabeth, mais au piano, aux vestiges sonores. Elle commença à fredonner une ligne sans rien dire, une suite de syllabes que seule elle pouvait décoder. Élisabeth, sans hésiter, joignait sa voix. Elle n'avait pas besoin de paroles. C'était plus qu'une chanson. C'était un fil qui reliait la mémoire à ce moment précis. La mélodie pointa comme une aiguille vers le cœur du théâtre. Le son qu'elles produisirent fut simple, sans fioriture, deux voix qui se mêlaient, l'une plus ferme, l'autre plus fragile, comme une preuve silencieuse. Pour elle, c'était la langue de la survie. Pour qui les entendrait, cela pourrait n'être qu'une curiosité. Mais la musique possède une vertu étrange, elle ne ment pas. Dans cet espace confiné, leur chant sembla ouvrir un interstice où la dureté humaine se diluait. Lise sut au fond d'elle que si quelqu'un venait, il pourrait encore espérer un morceau de pain, un regard, un geste qui changerait la direction de la nuit. Puis, la malchance, ou peut-être la naïveté, fit qu'un des machinistes les repéra. Il roulait une caisse, sa silhouette fut un battement de noir. Il s'immobilisa, les observa, et ses lèvres se plissèrent en un rictus. Les coulisses ne sont pas un monde pour les invisibles. Tout est flux, regard, discipline. Un souffle de colère passa entre les employés. Nul ne pouvait tolérer la présence d'enfants sur ce terrain sacré. Ils furent traînés hors de leur cachette avant d'avoir eu le temps de s'éclipser. La main qui attrapa Lise au bras était ferme et froide, et sa voix, quand il parla, sonnait comme un coup de règle. « Qui vous a laissé entrer ?» demanda-t-il, sa langue cérémonieuse pleine d'indifférence. Lise tenta d'expliquer, sa voix était une ficelle tiraillée par le froid et l'émotion. « Nous, on a chanté, pour un pain. » Les mots tombèrent dans l'air lourd des coulisses, ridicules comme des miettes. L'homme ricana, puis fit un geste qui attira l'attention d'un plus haut gradé, le visage duquel était connu dans tout le théâtre, Maestro Victorio. Victorio avait une silhouette longue, un nez tranchant et un regard qui pesait comme une sentence. Il arriva au galop, une main dans son gilet, les yeux parcourant la scène comme on lit une partition. Les doigts de Victorio se fermèrent comme un étau autour de la situation. « Sur scène alors, dit-il, presque sans regarder les filles, comme s'il donnait une consigne à un instrument mal accordé. » Sa phrase était irrévocable. Les deux sœurs échangèrent un regard, la question muette dans leur œil, monter ou fuir. Elles connurent un instant la peur de la bête et la faim d'un gladiateur. Une main plus douce effleura l'épaule d'Élisabeth. Une logeuse qui passait, habituée aux caprices de la maison, fit un signe rapide qui semblait décider du sort des petites intruses. Elles furent guidées comme on pousse un rideau vers la trappe qui menait à la scène. Sur le chemin, le cœur des coulisses se déploya. Rires étouffés, paris chuchotés, regards qui jaugeaient. Madame Élodie, pianiste réputée et habituée à ce monde, passa nonchalamment, son éventail claquant comme un petit scandale. Elle posa un regard bref sur elle, un éclat de mépris qui valait une condamnation. « Elles vont divertir », déclara-t-elle à Victorio d'un ton sucré, mais son sourire était glacé. Le divertissement lui rappelait les insectes qu'on montre sous cloche, à la fois amusants et méprisables. Victorio hocha la tête, satisfait de sa trouvaille. L'ironie de la scène allait nourrir la table des sarcasmes.
Les filles furent bientôt poussées vers une ouverture. De là, la scène leur apparut dans toute sa hauteur. Un monde éclairé comme une église, rangé de têtes poudrées et de chapeaux, les lustres fumaient de lumière, et quelqu'un jouait, en coulisses, un prélude, comme pour préparer le public à recevoir un nouveau spectacle. Elle n'avait jamais vu autant d'or, autant d'éclat. Lise sentit son cœur se serrer. Elle porta la main à la broche. L'étoile semblait brûler d'un feu minuscule, comme si elle comprenait l'urgence. Une loge ouverte laissait apercevoir des silhouettes connues. Des gens qui corrigeaient leur chemise, ajustaient un ruban. Un frisson matériel passa dans Lise. Elle connaissait ces regards-là. Ils n'étaient jamais bienveillants pour les gens comme elle. Et pourtant, quelque chose d'irrépressible se produisit. Le souffle d'Élisabeth monta, puis se transforma en une note longue, pure, presque instinctive. Lise l'accompagna, modulant la voix avec une assurance que le froid n'avait pas réussi à éteindre. Le son arriva sur la scène comme une lumière filtrée. Quelques têtes se tournèrent. La chanson des deux filles percuta l'air chaud comme une plaie lumineuse. Pour un court instant, l'illusion se fit. Le théâtre cessa d'être uniquement un lieu d'exclusion et devint un espace d'écoute. Victorio, qui aimait contrôler les climats sonores, fronça les sourcils. Cet événement n'était pas prévu. Les murmures montèrent, certains amusés, d'autres curieux. On les fit monter sous un impulsif caprice pour amuser la veillée. Plusieurs voix dans la salle se préparèrent à rire, à faire du spectacle un gag dont la misère servirait de divertissement. Lise sentit le monde basculer sous ses pieds. Son corps, qui avait connu la dose quotidienne de mépris, se raidit. Les projecteurs l'atteignirent comme un soleil froid, découvrant la balafre du gel sur leurs joues, les cheveux emmêlés, le manteau râpé. Elle regarda Élisabeth, qui pressa la broche entre ses doigts comme pour en tirer du courage. Les deux visages, exposés, étaient comme des fenêtres ouvertes sur une nuit intime. La salle, prête à festoyer d'un moment de déshonneur, retenait son souffle. À cet instant précis, derrière les coulisses, quelqu'un s'était arrêté. Un silence plus lourd que les autres tomba. Lise sentit un frisson différent, comme si la musique avait ouvert un chemin où quelque chose de vieux et de personnel remontait à la surface. Dans la pénombre, une silhouette se tenait immobile, observant le spectacle inachevé. Les yeux de cet homme, vieillissant mais encore dur, restèrent fixés sur la broche que, sans le savoir, Élisabeth tenait serrée. Pour Lise et Élisabeth, c'était pas un regard parmi d'autres. Pour lui, c'était un déclencheur. L'attention monta comme un crescendo imperceptible. Sur la scène, un sourd murmure commençait à se répandre. Hors scène, des pas se firent plus pressés. Les filles allaient chanter, non pas à cause de l'amour d'une salle, mais parce qu'on leur demandait de se montrer. Elles n'avaient pour elles que leur voix, la broche et la mémoire d'une mère. Elles ignoraient que leur chant allait percer quelque chose de bien plus ancien que la fin, une histoire interrompue, un regret qui dormait sous les plis d'un manteau. Elles étaient prêtes à chanter pour un pain. Elles étaient sur le point d'être offertes au regard. La coulisse exhalait une attente électrique. On aida Lise et Élisabeth à se aligner sur la scène, et tandis que la lumière les enveloppait, Lise fixa la broche. La lumière s'y accrocha, un scintillement minuscule mais clair, comme si l'étoile elle-même appelait quelqu'un qui se souvenait. Les voix dans la salle prirent une teinte moqueuse, mais quelque chose dans le regard qui venait de se poser sur cet astre laissait présager que la suite ne serait pas exactement ce que la foule avait imaginé. Un rire gras monta dans la salle, d'abord chuchoté, puis plus clair, prêt à éclater. On poussa un bruyant commentaire, comme on lance une pomme dans la nuit. Les deux filles se tinrent l'une contre l'autre, petites statues tremblantes sous l'éblouissement des projecteurs. Un serveur au plateau orné s'approcha, le visage fermé, et quelqu'un, derrière lui, lança l'ignoble décision. Qu'on leur jette de l'eau, qu'elles aient l'air plus pitoyables. Le public aimait ces images tranchées. La misère, bien placée, fournissait toujours un sourire. Lise sentit la main d'Élisabeth se crisper autour de la sienne. Elle comprit que la salle ne cherchait pas à entendre, mais à s'amuser de la précarité. La main du serveur trembla un instant avant d'empoigner un seau. L'eau, quand elle vint, n'était pas tiède comme un geste de pitié, c'était un choc, un jaillissement glacé, un trait d'hiver qui pétrifia la peau. Le liquide vint ruisseler sur leurs cheveux, sur la broche étoile, sur les tissus déjà râpés, dessinant des cartographies de froid sur leur visage. Un splash livra l'instant au rire général. Élisabeth poussa un petit gémissement étouffé. Ses yeux, déjà rougis par l'air, se refermèrent à moitié. Ses dents claquèrent. Lise fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle protégea. Elle courba son corps sur sa sœur, offrit son dos comme un bouclier fragile, sentit la douleur du froid mordre ses épaules. Les applaudissements fusèrent. Certains feigneraient la compassion, d'autres exultaient d'une cruauté douce. Le sol vibra d'un mépris presque cérémonial. La scène aurait pu s'arrêter là, réduite à un gag cruel dont la salle se satisfait et oublierait le lendemain. Mais la musique a parfois des conséquences imprévues. Alors que le seau était retiré et que quelques éclaboussures fusaient par terre, une autre présence franchit les coulisses. Un murmure se fit hésitant, comme si la salle prenait conscience d'un changement tonal. Des pas lourds, parfaitement accordés avec un silence qui venait de se créer. L'homme qui entra n'était pas là pour applaudir. Il avait la stature d'un propriétaire habitué aux non-dits, aux contes et aux retombées.
Auguste le Grand se tenait droit, son manteau impeccable comme une barrière contre la nuit. Sa figure, longue et marquée, restait cependant difficile à lire. Elle avait l'acuité d'un homme qui avait connu la perte. Il ne parla pas d'abord, il regarda. Son regard parcourut d'abord les fauteuils, nota la couleur des tissus, la manière dont les mains se crispaient sur les programmes. Puis son regard descendit vers la scène. Quand il aperçut les filles, il eut comme une secousse interne, une mémoire qu'il n'attendait pas. La lumière effaçait les détails, mais une petite lueur au revers du manteau d'Élisabeth frémissait encore. L'étoile. Pour quelques secondes, Auguste resta pétrifié, comme si le temps avait tenté de le ramener en arrière. Une image le poussa en arrière. Une femme, un soir plus doux, une voix qui berçait comme une mélodie enrouée par les vents. Hélène. Ce nom, qui n'avait pas été appelé depuis longtemps dans sa bouche, résonna comme une note longue et imprévue. Il sentit son estomac se nouer, mais ce fut la voix, ce timbre fragile, presque hors de portée, qui fit vibrer une évidence. À la lisière d'un souvenir, il distinguait la même courbure d'intonation, la même façon qu'avait la syllabe de s'étirer, comme une main cherchant un autre doigt. Il pénétra sur la coulisse sans bruit inutile, les gestes précis d'un homme habitué à dicter l'ordre des choses. Il n'y eut pas de cri, seulement une sensation de changement. Victorio, qui aimait gouverner l'air, fronça les sourcils, irrité par l'autorité non sollicitée. Madame Élodie se redressa, le menton levé comme un voile qui se tend. Le flot des murmures tomba, comme on coupe une corde. Auguste s'avança vers la scène sans demander la permission. Il fixa les filles, et la froidure qu'elles portaient sur la peau sembla se contracter sous son regard. Il s'agenouilla légèrement, non pas pour humilier, mais pour porter ses yeux au niveau des leurs. « Qui êtes-vous » dit-il, sa voix posée, étonnamment douce pour quelqu'un qui régnait sur soieries et programmes. Ce fut Lise qui trouva la force de répondre, la même voix qu'elle avait employée pour supplier un employé au dehors. « Nous sommes seuls. Nous avons chanté pour un pain. » La phrase chuta, et Auguste sentit qu'il portait une donnée plus lourde que la simple faim d'un enfant. Il remarqua alors la manière dont Élisabeth serrait la broche, comme si l'anneau du souvenir maintenait une main invisible autour de leur vie. Il tendit la main, hésita, puis effleura délicatement l'étoile, posée sur le tissu humide. Il y eut un échange, pas d'un mouvement magique, mais un frémissement de reconnaissance qui vint des profondeurs. Les doigts d'Auguste rencontrèrent un métal froid et familier, un objet qui ouvrait une porte qu'il croyait scellée. À cet instant, le souvenir se précisa. Hélène, debout sous la lumière d'un autre théâtre, riant à demi et chantant doucement pour seul public une berceuse qu'il n'avait jamais su chanter. Leur vie avait été séparée par des forces qu'il n'avait su contrer. Honneur, calcul, promesses qui n'avaient pas tenu. L'image revint comme une coupe qu'on renverse, révélant des regrets déposés comme une poussière qui avait recouvert son nom. Le souvenir d'une broche, la même forme d'étoile, passée d'une main à l'autre dans le tumulte d'un départ, surgit et se posa comme un puzzle sur d'anciennes plaies. Le théâtre retint son souffle. Auguste ne laissa pas paraître d'exclamation. Il se redressa lentement, et sa voix, quand elle revint, portait autre chose que l'autorité. Elle contenait une curiosité blessée, une humanité retardée. « Qui vous a amené ici ?» demanda-t-il, regardant tour à tour Victorio et le machiniste qui les avait découvertes. Les hommes détournèrent les yeux, mal à l'aise. Victorio, ferme dans ses habitudes, eut un petit rire sec. « Elles faisaient du bruit et elles ont dérangé. Nous avons... » Sa phrase restait complète, car Auguste leva une main et coupa l'air d'un geste qui aurait pu tout aussi bien demander un silence que refuser une accusation. « Assez, » dit Auguste. La syllabe était comme une note tombée sur une corde tendue. Il passa sa main sur son visage, comme pour effacer un voile, puis se tourna vers les filles. « Vous avez chanté ?» insista-t-il, sans jugement, seulement avec un intérêt qui rendit service à leur dignité. « Oui » souffla Élisabeth. Sa voix était mince, mais la note contenait la vérité d'un appel. Elle regarda Auguste droit dans les yeux, comme si l'adulte détenait, par sa seule apparition, la possibilité d'un monde où les voix n'étaient pas honteuses. Auguste sentit alors à nouveau cette vibration interne, plus forte encore. Il demanda qu'on leur apporte des couvertures et un siège. Son ordre fait percer d'une surprise générale. L'homme qui gouvernait l'argent ordonnait à ses serviteurs de traiter ses enfants avec chaleur. Une logeuse, surprise elle aussi, alla chercher des plaids et un manteau que personne n'avait contemplé depuis longtemps, déposant le tout près des filles comme on laisse tomber un trésor. La salle qui attendait le retour au spectacle fut suspendue par une attente nouvelle. Le maître de maison, réputé pour son maniement du théâtre comme d'un instrument à sa propre devoir, prenait la parole. Auguste monta finalement à la bordure de la scène. Il posa la main sur la rambarde, et son visage, éclairé par les lustres, révéla une pâleur plus humaine que la seule maîtrise. « Mesdames et messieurs,
dit-il, et sa voix balaya la salle. Ce soir, il y a eu un incident qui mérite d'être entendu autrement que comme un divertissement. Ces mots n'accusaient pas d'abord, ils présentaient une perspective différente, comme on remet une partition sous le nez d'un musicien étourdi. Il s'adressa ensuite aux filles. « Voulez-vous chanter pour nous, mais sans raillerie ? Chantez comme vous le sentez. » Il y eut une hésitation. Lise retint son souffle, la mémoire de la pluie tassée encore sur leurs épaules. Elle pensa au pain, à la broche, au piano. En un instant, elle prit la décision que la fin souvent exige, chanter pour la vérité et non pour le spectacle. Elle acquiesça, et Élisabeth, déjà comme reliée à la même corde, joignit sa tête à sa sœur. La salle observa avec une curiosité retenue. Victorio était mécontent de l'usage que l'on faisait de sa scène. Madame Élodie s'efforçait d'avoir l'air indifférente, mais ses yeux trahissaient une inquiétude nouvelle. Peut-être craignait-elle que le cours des choses la dépasse. Le murmure du public se fit plus attentif. La plupart venaient pour l'éclat, mais l'éclat n'est jamais insensible lorsqu'une histoire vraie se pose devant lui. Quand les premières notes sortirent de leurs lèvres, ce n'était pas un numéro de théâtre, c'était une invocation presque trop humble pour ce lieu. Lise mena d'une voix qui avait appris l'autorité par la nécessité. Élisabeth apportait la couleur d'une fragilité qui n'était pas plainte, mais vérité. Leur timbre ne cherchait pas la perfection, il contenait la chaleur d'une mémoire et la simplicité d'une prière. L'orchestre, d'abord hésitant, se retira progressivement pour laisser leur voix s'installer, comme on recule les mains pour que deux oiseaux puissent se poser sur un pupitre. Auguste, au bord de la scène, sentit le temps se concentrer en un point. Les notes lui arrivèrent comme des fragments d'un passé presque effacé, les mêmes inflexions que dans la voix d'Hélène, la manière d'étirer une syllabe, le frêle abandon d'un vibrato. Son cœur, qui avait appris à comptabiliser les pertes, se mit à compter autre chose. Chaque phrase des deux filles semblait recoller une brèche. Les images lui vinrent par bribes, une robe chiffronnée, un parfum de fleurs malades par la pluie, une main qui lui avait échappé. Le visage d'Hélène se dessina avec une précision qu'il n'avait pas autorisée, et il ressentait une émotion que la raison ne savait nommer. Plus il écoutait, plus la broche revenait en mémoire. Il se rappelait un soir où Hélène lui avait laissé précipitamment un petit objet en forme d'étoile, lui murmurant qu'il valait mieux le garder. Il ne s'était pas demandé pourquoi. Il avait glissé l'objet dans un tiroir et avait refermé la porte sur la vie qui suivit. Maintenant, le métal froid effleuré quelques instants plus tôt déclencha une chaîne de souvenirs dont les pièces se recollaient avec la lenteur d'un puzzle ancien. La salle entière fut peu à peu saisie d'un silence presque religieux. Certains spectateurs oublièrent leur programme, d'autres posèrent la main sur la bouche. Même Victorio, au fond, eut ce flottement d'un homme qui sent le sol lui échapper. Madame Élodie détourna les yeux comme pour ne pas voir comment son monde s'ébranlait. Les musiciens, qui avaient l'habitude de jouer ce qu'on leur ordonnait, laissèrent la musique se faire. L'air, pour un instant, n'appartenait plus à la hiérarchie. Il était donné à la rarité. Lorsque le chant se tut, la salle resta muette. Ce n'était pas un silence d'admiration automatique, c'était un silence qui pesait, chargé de questions. Auguste, les mains tremblantes malgré lui, se pencha en avant. Il parla d'une voix plus humaine qu'il ne l'avait probablement utilisée devant un public depuis des années. « Qui était votre mère » demanda-t-il. Lise consulta Élisabeth, puis répondit, sa voix plus assurée qu'on ne pressentait. Elle s'appelait Hélène, elle chantait souvent, elle est morte. Ces mots étaient dits sans plainte, avec la manière d'enregistrer une donnée. Hélène, prononcée sans fioriture, fit vaciller Auguste. Il ramena à lui le souvenir d'une femme qui ne demandait pas la gloire, mais qui habitait les espaces par sa voix. Il fallut un effort pour qu'Auguste se rappelle des détails précis. La mémoire n'est pas un coffre-fort qui s'ouvre au premier toucher, c'est un théâtre d'ombre qui réclame scènes et éclairages. Mais la broche, la voix, le timbre, tout s'aligna. Il revit la femme plus jeune, riant, qui lui avait offert une étoile, comme s'il s'agissait d'un petit monde à protéger. Il se rappela aussi les raisons qui les avaient séparés, des promesses sociales mal tenues, des décisions d'un monde qui préfère parfois les calculs à la tendresse. Rage et regret se mêlèrent dans sa poitrine comme deux instruments en dissonance. Alors, sans colère ostentatoire, mais avec une fermeté nouvelle, Auguste se leva, monta sur la scène et, d'un geste qui cloua la salle, se tourna vers Victorio. « Vous permettez ?» dit-il. Victorio, pris de court, balbutia qu'il s'agissait d'un divertissement, d'une provocation banale. Auguste ne chercha pas à discuter la routine, il parla plutôt de responsabilité. Ici, nous ne ridiculisons pas la pauvreté. Nous sommes un théâtre, nous élevons les voix, nous prodiguons la dignité. Son regard tomba sur la salle, et dans le silence, il fit plus que donner un ordre, il instilla une idée. Ce ne fut pas un procès public humiliant. Auguste savait qu'une réprimande faite sur le ton de la fureur aurait été spectacle. Il préférait la correction nette et froide. Il annonçait que l'incident serait examiné, que toute personne ayant pris part à cette mise en scène déplacée verrait son rôle réévalué. Il prononça le nom de Victorio d'une voix mesurée, évoqua la nécessité d'une conduite conforme aux valeurs du théâtre.
Il signifiait qu'une décision serait prise quant à la responsabilité artistique et que l'établissement devait montrer l'exemple. Son retrait ne fut pas un triomphe de la vindictive, mais une remise en ordre. Puis il s'adressa aux filles, les invitant à monter à nouveau à la loge principale pour se réchauffer et répondre à quelques questions. La loge, où l'on range des écharpes et des chapeaux, devint pour la première fois un lieu d'accueil pour eux. On leur apporta un bol de bouillon qui n'éteignit pas la faim, mais la recula. Auguste, qui jusque-là avait été étranger à la misère quotidienne, conduisit la conversation avec une pudeur qui n'était pas du théâtre. Il voulait comprendre, non pour un effet, mais pour recoudre l'histoire. Les mots d'Élisabeth furent lents, nourris par la fatigue. Elle raconta ce qu'ils avaient toujours su, la mort de leur mère, la solitude, la musique comme lien. Lise, plus décidée, précisait les détails pratiques, où elle dormait, le vieux piano dans un entrepôt, le moment où elles avaient entendu la musique du théâtre la veille. Auguste écoutait, et plus il ouvrait les yeux sur la réalité, plus il comprenait l'ampleur d'un oubli qui n'était pas seulement le sien, mais celui d'un monde qui avait choisi de ne pas voir. Puis il se passa quelque chose de calme, mais déterminé. Auguste demanda à voir la broche de plus près. Lorsqu'il la tint entre ses doigts, il la contempla sans hâte. Il ferma les yeux un instant, comme pour vérifier l'accord entre ce petit métal et la vérité qui venait de se déposer. « Je connaissais cette étoile », murmura-t-il. Elle appartenait à Hélène. La phrase n'était pas un acte théâtral, c'était la restitution d'un lien trop longtemps abandonné. Les filles, incrédules, se regardèrent. Il y eut un flottement. L'idée que l'homme si grand et si loin d'eux connaissait le nom de leur mère semblait presque incroyable. Auguste se leva, prit une décision claire. Il manifesta son intention de faire en sorte que leur situation ne soit pas traitée comme une curiosité de foire. Il parlait d'hébergement provisoire, de nourriture et de la possibilité d'un apprentissage musical. Les mots prirent la forme d'un engagement. Il confiait à l'établissement la responsabilité de redonner aux filles un avenir qu'il convenait désormais de sceller. Le public, informé à mesure, laissa échapper un murmure d'incrédulité et d'émotion. Certains se sentirent pris de honte, d'autres trouvèrent dans cette scène la preuve que l'on pouvait agir différemment. Victorio, réfuté au centre d'un monde qui l'avait jusque-là érigé, se retira en silence, ruminant sa colère. Madame Élodie, gênée, baissa la tête. L'affaire, qui aurait pu n'être qu'un épisode honteux, prit l'allure d'une leçon publique. Mais Auguste souhaitait autre chose qu'une sanction de façade. Il souhaitait la réparation. Il prit alors une parole plus intime. Il raconta, devant une loge désormais remplie de curieux, un fragment de son histoire, sans fleurs ni jugement, mais avec la vérité nécessaire. Il parlait d'Hélène, de leur amour avorté, de ce qu'il avait rejeté par peur ou par fierté, puis de la perte qui l'avait suivi. Les yeux des deux fillettes s'ouvrirent comme des fleurs à l'évocation de leur mère. Auguste n'inventait rien, il donnait ce qu'il pouvait, sa mémoire, son regret, et un geste concret. Il déclara qu'il prendrait soin d'elle, non pas comme s'il s'agissait d'une restitution d'un héritage, mais comme un acte de responsabilité humaine. Il proposa qu'on les conduise à sa demeure, afin qu'elles aient un toit, des vêtements chauds, un enseignement et, si elles le souhaitaient, une formation musicale. La promesse contenait la mesure. Il n'offrait pas une richesse instantanée, mais une porte ouverte, une possibilité d'éducation et d'intégration. Il y eut un instant de vertige. Lise mesurait la portée d'une telle offre avec l'œil prudent d'une enfant qui avait appris que les promesses peuvent se perdre dans l'air comme des notes inachevées. Mais Auguste n'était pas un homme de parole vaine. Il organisa sur le champ des dispositions. On fit venir un assistant social, on nota des adresses et l'on prépara une logistique modeste mais réelle. Victorio fut signifié pour des conséquences disciplinaires. Il ne pourrait plus agir à sa guise en transformant la misère en spectacle. Madame Élodie reçut elle aussi un rappel sur l'éthique de la scène. La transition se fit sans triomphalisme. On accompagna les filles en silence jusqu'à l'entrée du théâtre, où les plaids et les manteaux retrouvèrent leur fonction première, offrir de la chaleur. Auguste, qui avait toujours géré des budgets et des applaudissements, se trouva étrangement intimidé par la délicatesse nécessaire pour tenir la main d'une enfant sans faire semblant. Il les regarda partir, non pas comme un patron qui délègue, mais comme un homme qui venait d'entamer la réparation d'un chagrin personnel. Les jours suivants ne dissolurent pas la douleur du passé. La rue reste la rue. Le froid ne s'évanouit pas par décret. Mais le geste d'Auguste ouvrit une série de conséquences pratiques. On confia aux filles une chambre modeste chez une gouvernante réputée pour sa discrétion, on leur donna des vêtements chauds et on arrangea une place pour elles dans les coulisses, non pas comme petites attractions, mais comme apprenties à qui l'on pourrait enseigner l'art de la musique et la forme de la scène.
Auguste prit personnellement la décision de financer des leçons, d'acheter des ouvrages et surtout d'offrir le temps nécessaire à la guérison. La presse locale, prévenue par quelques habitués curieux, porta l'histoire d'un geste inhabituel, le propriétaire du théâtre qui prenait sous son aile 2 enfants trouvés sur la scène. Les mots choisis oscillaient entre louange et questionnement. Certains saluèrent la générosité, d'autres se demandèrent s'il ne s'agissait pas là d'un acte destiné à effacer une faute de conduite interne. Auguste ne cherchait pas la publicité. Il accepta que l'histoire s'ébrute car il savait que la visibilité pouvait être un rempart contre d'autres violences. Le plus difficile pour Lise et Elisabeth fut de s'adapter à l'idée d'un foyer où il y aurait des règles et des limites. Elles avaient connu la liberté triste de la rue où le seul maître était la nécessité. Ici, on leur proposait une structure. La nourriture chaude resta, chaque soir, une victoire. Le piano, qui avait été un refuge parmi les caisses, devint un instrument d'étude. Auguste fit placer dans la petite salle où les filles pratiquaient un pupitre et un fauteuil, ainsi que le vieux piano qui rappelait tant de choses. On nettoya l'instrument, on remplaça les cordes cassées, et des professeurs commencèrent à venir, afin de ménager le tempo de l'apprentissage. Lise, par nature protectrice, devint l'élève qui absorbait les notions pratiques, posture, respiration, respect du phrasé. Elisabeth, plus intuitive, cherchait dans les notes ce que la rue ne lui avait pas donné, la possibilité d'un langage qui ne soit pas seulement utilitaire. Elles apprirent à convertir la colère en souffle, la faim en appétit de savoir. Et à chaque leçon, la broche étoile restait, discrète, cousue désormais à l'intérieur de leur manteau neuf, un lien modeste avec ce qui avait été perdu. Auguste, de son côté, apprit comment conjuguer les affaires du théâtre à la fragilité humaine. Il dut faire des choix, fermer certaines portes sur des pratiques anciennes, naviguer entre l'attente des habitués et l'exigence d'un accueil digne. Les décisions qu'il prit n'étaient pas toutes populaires, mais elles eurent un effet concret. Victorio, averti et sanctionné, fut éloigné des responsabilités qui lui permettaient de transformer un événement humain en objet de dérision. Madame Élodie dut s'expliquer publiquement auprès d'une assemblée et la direction du théâtre s'engagea à mettre en place des règles claires pour la protection des personnes. Le processus de réparation ne fut pas sans heurts. Il fallut du temps pour que la confiance s'installe. Les filles, parfois, se repliaient sur leurs souvenirs. La neige, la faim, l'humiliation. Lise se souvenait encore de la morsure du seau. Elisabeth revivait parfois la sensation de vouloir disparaître. Auguste dut apprendre la patience. On ne répare pas une blessure d'enfance par une seule parole, mais par la répétition d'actes justes. Il vint souvent écouter les filles répéter. Parfois, il restait loin, dans l'ombre d'un fauteuil, à observer la transformation lente d'un son en conscience. Le moment qui scella d'une autre manière la réparation eut lieu quelques mois plus tard. Ce fut lors d'une représentation où l'on avait décidé de présenter, dans un coin du programme, les 2 filles. On ne cherchait pas à en faire des stars du jour au lendemain. Il s'agissait plutôt de leur offrir la reconnaissance publique dont elles avaient été privées. La salle choisie était plus intime, moins dorée, mais remplie d'un public mélangé. Certains curieux, beaucoup d'habitués, et des amis qui avaient suivi l'histoire. Quand Lise et Elisabeth montèrent sur scène, elles ne chantaient pas pour un pain. Elles chantaient pour une mémoire devenue un lien vivant. Leur voix avait gagné en assurance. Elles avaient appris à contrôler leur souffle, à laisser l'intention guider la note. L'orchestre accompagna sans écraser. Auguste, présent au bord de la scène, sentit une émotion tranquille. Il regarda la broche, discrètement épinglée à la doublure du manteau d'Elisabeth, scintiller sous la lumière, puis laissa son regard se poser sur le public. La salle, cette fois, ne fut pas le lieu d'un divertissement cruel, mais d'une écoute vraie. Les visages s'adoucirent, des mains se pressèrent, quelques larmes se formèrent. Quand le chant s'éteignit, le silence ne pesa pas. Il fut une respiration partagée, un hommage discret à ce qui avait été retrouvé. Auguste, les yeux embués, sentit que quelque chose d'essentiel avait été rendu. Non une revanche, mais une reconnaissance. Il s'approcha ensuite, non pour s'approprier, mais pour déclarer publiquement qu'il avait pris ces 2 filles sous son aile, qu'il assumerait leur formation musicale et leur scolarité, et qu'il souhaitait que la scène leur devienne un lieu de dignité et non d'exhibition. La salle applaudit, avec une chaleur différente de celle des premières soirées où l'on venait pour la mode. Ce soir-là, l'applaudissement fut une réponse à une histoire humaine. Victorio, absent de la coulisse, eut peut-être le temps de réfléchir à ce que le pouvoir peut faire d'un être. Madame Élodie, qui se tenait au premier rang pour observer la restitution de sa faute, fut prise d'un remords plus discret que les feux d'estrade. Les mois qui suivirent transformèrent la routine. Les filles eurent un foyer, une éducation, des professeurs. Elles eurent aussi la lourde tâche de reconstruire leur identité.
Auguste, qui avait d'abord cru que la reconnaissance pouvait se limiter à un geste, accepta la nécessité de la permanence. Il surveilla les comptes, fit venir des spécialistes, discutait des programmes d'études. Il se fit moins spectateur du monde et davantage gardien d'une promesse. Il y eut des moments fragiles, journées de colère, nuits où la rue rappelait l'odeur de la pluie et la mémoire. Mais il y eut aussi des victoires, comme le moment où Elisabeth put pour la première fois jouer une phrase entière sans s'arrêter, ou lorsque Lise, à la fin d'un exercice difficile, sourit sans crainte. Le piano, qui avait été objet de refuge, devint le centre d'un apprentissage lent et patient. La broche étoile resta, déposée désormais dans une boîte où elle brillait sans fioriture, un talisman discret. La transformation ne se limita pas aux filles. Le théâtre changea à son échelle. Les règles s'éclaircirent, la direction y gagna une conscience plus attentive aux vulnérabilités. Auguste, qui avait vécu assez longtemps pour connaître l'arrogance et les habitudes, trouva que l'action concrète était plus saine que la culpabilité stérile. Il fit aussi en sorte que l'enseignement ne se contente pas d'apprendre la technique, mais qu'il s'ouvre à la sensibilité. Comment tenir une note qui dit la vérité? Comment accueillir un public sans le mettre au-dessus des autres? Le public apprit petit à petit qu'on pouvait assister à une représentation sans se croire libre d'avilir qui que ce soit. Certains n'oublièrent pas la scène du sceau, d'autres prirent pour eux l'exemple d'un homme qui avait préféré réparer plutôt que masquer. La ville, qui se nourrit de récits, conserva ce cas comme une histoire qui posait la question de la responsabilité collective. Un soir, au crépuscule d'un hiver moins rude, Auguste regarda les deux filles depuis sa loge. Elles passaient leur temps entre la maison et les leçons. Elles arpentèrent la scène de manière presque naturelle, comme des personnes qui s'approprient leur lieu. Lise observait, concentrée, tandis qu'Elisabeth répétait un passage qui jadis aurait été murmuré à la porte d'un théâtre pour quémander une pitance. La broche, maintenant fixée à l'intérieur d'un morceau de tissu neuf, reposait comme une petite constellation. Auguste, parfois, la sortait et la contemplait. Il ne cherchait pas à effacer le passé, mais à en faire une base sur laquelle construire une suite plus douce. Il pensait au jour où Hélène chantait pour lui dans un appartement qui sentait la lessive, et il se demandait si la bonté ne consiste pas à rendre ce qu'on a reçu. Le dernier plan de cette histoire, si l'on peut dire, eut lieu une après-midi où le théâtre organisa une présentation pour des jeunes apprentis. Lise et Elisabeth montèrent sur la scène, mais cette fois leurs voix flottèrent hors d'autres oreilles. Des enfants, des apprentis, des voisins qui avaient quelquefois croisé leur route dans la rue. À la sortie, un petit garçon qui les avait vus la première nuit trembler sous l'averse d'une salle s'approcha timide et dit, sans grandiloquence, « Merci ». Le mot était simple, mais il portait la somme de beaucoup d'actes. Auguste, qui se tenait en retrait, entendit et sourit. Il comprit que la réparation ne s'achève jamais tout à fait, elle se pratique jour après jour. Il avait donné un toit, mais il recevait en retour la restitution d'une partie de son humanité. Lise et Elisabeth, qui avaient chanté pour un pain et bouleversé des cœurs, n'avaient pas seulement reçu une adoption, elles avaient semé autour d'elles une interrogation sur la façon dont une société peut répondre à la fragilité. La broche étoile, le vieux piano poli, le manteau d'Auguste retrouvé parfois dans un coin, tous ces objets devinrent des témoins muets d'une histoire qui avait commencé dans la neige et s'était terminée non pas par un conte de fées, mais par une série d'actes cohérents. Les sœurs grandirent, apprirent, et la musique, plus que la gloire, leur offrit un langage pour dire ce qu'elles avaient vécu. La ville les regarda changer, et certains, touchés, changeaient à leur tour. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire, partagez le mot « famille retrouvée » pour que d'autres entendent cette note de réparation.